Bonjour, alors écoutez, aujourd'hui j'ai un t-shirt de Magma, parce que hier soir je suis allé voir Magma avec deux copains à Nantes, voilà, et bien sûr j'ai beaucoup pensé à Raoul, parce que Raoul adorait Magma. Et nous sommes nombreux à avoir vu Magma dans le groupe d'amis. Euh, cette parenthèse étant fermée, je me suis dit qu'il manquait quand même de tout petits détails qui intéressent qui, alors ça, on ne sait pas, hein, mais peut-être les petits enfants de Charlie et Justine, ou d'Emma, je ne sais pas, ou des miens. C'est que c'est des tout petits détails qui sont pas très importants, mais enfin quand même, j'ai oublié de le dire. C'est que en fait, Michel et Richard Perrier se connaissaient avant 75. Ils étaient ensemble au collège. Je ne sais plus comment il s'appelle ce collège d'ailleurs. Puis Clochassin. Oui, c'est ça, le collège Clochassin. Donc ils se connaissaient depuis peut-être même la sixième, hein, Michel et Richard Perrier. Voilà. Et puis par ailleurs, j'ai connu, je pense, les Fournier, Pierre et Christophe, et les parents Fournier, et du coup, peut-être aussi Michel Grégoire, avant 75, là aussi. Pourquoi? Parce que mon ami Raoul était cousin, plus ou moins, avec les Fournier. Donc, il nous était arrivé d'aller à la Grenadière avant 1975, et je pense que j'ai croisé Michel une ou deux fois, ou trois fois peut-être, à l'époque. Voilà, je referme la parenthèse, ça c'était pour dire qu'avant 75, on s'était croisés pour certains d'entre nous. Voilà, autrement, bon, bah, l'année 75, comme je vous l'ai déjà dit, bah, on n'a pas fait grand-chose, hein, scolairement parlant, du moins. Mais enfin, Michel a quand même réussi à passer en première, alors que moi, à Bertrand de Born, eh bien, ma foi, j'ai été obligé de redoubler, parce que vraiment, je ne travaillais pas du tout. J'étais premier en français quand même, mais à part ça, je travaillais pas. Donc j'ai redoublé ma seconde, et puis Michel, lui, par contre, à l'Angaté, est passé en première. Ainsi d'ailleurs, je pense que Véro, et ainsi de suite. À peu près tout le monde. Alors, Michel, à partir de la première, a eu comme professeur de français un prof très brillant qui était professeur de français, qui était agrégé et qui était, je crois, aussi professeur de latin et de grec, et qui n'était autre que Xavier Darcos, qui a été ensuite, beaucoup plus tard, maire de Périgueux et même ministre de l'Éducation nationale sous, me semble-t-il, Sarkozy. Bon. Donc, très rapidement, Xavier Darcos a repéré Michel dans sa classe en première comme étant un élément intéressant, pas forcément qui lisait beaucoup d'ailleurs, mais qui savait picorer, qui savait lire en diagonale. Donc déjà, il se forgeait une culture générale littéraire assez importante, tout en étant quelque part, comment dire, un peu dilettante. Mais enfin, comme il avait une mémoire absolument phénoménale, et qu'il avait déjà appris à lire en diagonale, bah, ma foi, il avançait pas mal. Et Darcos, évidemment, le remarquait. Et les dissertations de Michel en première, déjà en français, je pense, étaient plutôt brillantes. Voilà. Et puis moi, j'étais en seconde, je redoublais ma seconde. Bon. Et puis, alors, à la fin de cette année 76, du coup, eh bien, comme je vous l'ai déjà expliqué, Michel, comment dire, c'est mes parents qui s'en occupaient un peu. Donc, moi, ça a été très sévère. À l'issue de ma seconde, hein, si vous voulez, eh bien, il y a eu un petit jugement comme ça, très laconique, du conseil des professeurs, me concernant, en fin de seconde, qui était le suivant, il y avait marqué « ne peut tripler ».
Point. Ne peut se tripler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on vous jette, en gros. Hein. Donc, il a fallu que mes parents trouvent une solution pour moi, puisque l'éducation nationale considérait que je ne pouvais pas tripler. Mais bon. Alors, déjà, pour des raisons qui m'échappent un peu, mes parents avaient placé Michel en dernier trimestre de première à Saint-Jean-de-Sarlat. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour l'éloigner un peu de moi. Parce qu'on faisait trop de bêtises. Donc, Michel a connu Saint-Jean-de-Sarlat 3 mois avant moi. Il a passé 3 mois simplement là-bas. Et puis ensuite, moi je suis arrivé. Et comme mes parents ne voulaient pas qu'on soit ensemble parce qu'on faisait trop de bêtises, dès que je suis arrivé à Saint-Jean-de-Sarlat, eh bien, mes parents ont placé Michel à Saint-Joseph de Tivoli, à Bordeaux, hein, de façon à ce qu'on ne soit pas ensemble. Et là, j'ai découvert le monde de Saint-Joseph de Sarlat, où je me suis fait beaucoup d'amis, et de vrais amis qui sont restés, pour la plupart, tout au moins, des amis. Je citerai en vrac Valérie Dejean, Pascal Dejean aussi à l'époque, Stéphane Picard, Isabelle Titard, et d'autres dont les noms de Claude Rousseau, qui était en quelque sorte mon meilleur copain, et d'autres. Et pendant ce temps-là, Michel, lui, découvrait des nouveaux copains à Saint-Joseph de Tivoli, où mon père lui-même avait été dans les années 37, 38, 39. Qui était tenu aussi plus ou moins par des jésuites. Peut-être plus qu'à Saint-Jean, d'ailleurs. Alors donc, il fallait alors il était interne à Bordeaux, il fallait qu'il prenne le train, c'était assez compliqué à organiser. Mais enfin, on se retrouvait le week-end à Logerie Haute, c'est-à-dire aux Aisies, c'est-à-dire chez mes parents. Et là, par contre, qu'est-ce qu'on était contents, on se retrouvait, on avait plein de choses à se raconter, à partager, notamment au niveau, c'est toujours pareil, hein, je veux dire, musique, littérature, etc., etc. Donc, voilà à peu près comment s'est organisé l'année 76. Alors, il nous arrivait quand même d'aller à Périgueux, tous les deux. Hein, je veux dire, quand même, on se promenait dans Périgueux, on prenait des petits trains comme ça, des Michelines à l'époque, l'équivalent des TER aujourd'hui. On prenait la Micheline, les Aisy, Périgueux, puis on allait traîner un peu dans Périgueux. C'est là qu'on a connu... notamment, il ne faut pas se voiler la face ni se cacher derrière son petit doigt, on a connu, je crois, celui qui a été notre tout premier dealer de shit, qui s'appelait, c'était un certain Hubert, qui avait absolument, qui, je veux dire, portait tous les stigmates du hippie, hein, avec les cheveux teints au nez, le patchouli, le foulard indien, la tunique en peau de bouton, enfin vraiment le cliché ambulant du baba. Enfin à l'époque on n'appelait pas ça comme ça. Et ils nous vendaient du shit. Alors je me souviens du tarif à l'époque, c'était 10 francs, comme ça en francs, le gramme. Donc pour 100 francs, hein, l'équivalent de 15 €, on avait une barrette comme ça, de 10 grammes pesés, ce qui était absolument considérable. Et alors en plus, je m'excuse de raconter ça, j'espère que je ne vais pas choquer, puis peut-être que je vais être censuré, je sais pas, enfin bon, tout ça c'est vieux, hein, attention, on est en 76, hein. Il y avait plein de sortes de shit. Hein. Aujourd'hui, à ma connaissance, enfin, je sais pas, parce que je suis pas branché, mais il y a le marocain, point, hein, ou l'herbe. Bon. Mais à l'époque, il y avait tout un tas de sortes de shit. Il y avait, bien sûr, le marocain, mais il y avait ce qu'on appelait le 00. Il y avait le libanais jaune, qui était très apprécié, le libanais rouge aussi, l'afghan, le pakistanais, dit Paco, et puis le must du must, le népalais, qui se présentait sous la forme d'une truffe du Périgord d'ailleurs, en quelque sorte, en plus petit quoi, petite truffe comme ça, c'était tout noir, hérissé de petits piquants, comme une truffe, et évidemment il fallait pas en mettre beaucoup, parce que c'était
vraiment un truc. C'était le népalais, il y en avait de temps en temps. Et puis il y avait aussi un produit qui, à mon avis, je ne connais pas le marché actuel, mais il ne circule plus depuis au moins 30 ou 40 ans, ce qu'on appelait l'huile. Hein, l'huile qui était servie dans des toutes petites fioles type, comment dire, là où on met du safran, vous voyez, toute petite fiole. Et là, c'était liquide, hein, donc il fallait ramasser ça avec une pointe d'allumette, comme ça, et en mettre dans la cigarette, enfin, joint, si on peut dire, pour que ça fasse effet, mais il en fallait très peu. D'ailleurs, j'ai une anecdote aussi à ce sujet, c'est un copain parmi nous, mais je ne citerai pas le nom, qui, un peu plus tard à Bordeaux, dans les années 78-79, a hébergé des copains qui étaient partis à Ketamal, qui était la capitale au Maroc, dans le Rif de tout ce qui était cannabis. Et les gars en question voulaient faire... Alors eux, par contre, c'était pas des copains, c'était connaissances, voulaient faire du business sur Bordeaux avec ça. Donc ils étaient partis en voiture, je pense, ils étaient revenus avec... quantité assez importante de cannabis, sous forme de résine de cannabis d'une part, et sous forme d'huile aussi, qu'on mettait dans ce qu'on appelle des préservatifs, c'est-à-dire des capotes. Et vous pouvez mettre jusqu'à 1 litre d'huile par capote. Bon, alors donc le gars avait accepté de jouer le rôle de receleur sans être allé à Ketamal, lui. Les gars lui avaient dit, bah, écoute, tu sors de ton propre appartement pendant un quart d'heure, le temps qu'on cache la fameuse capote d'1 litre, et dans un quart d'heure, bah, tu reviens, et puis voilà, la vie reprend son cours, et tu auras un peu une petite commission, quoi. Alors, ainsi fut fait, quoi, je veux dire, le gars en question quitte l'appartement, il attend, les autres cachent quelque part la capote bourrée d'huile, et ensuite le gars revient. Bon, alors, très bien. Ensuite, eux repartent, et évidemment, la première chose que fait ce copain, c'est de chercher comme un malade dans son propre appartement la capote d'huile. Bien. Et il la trouve. Il la trouve. Donc, il la décroche de l'endroit où elle était placée. Il commence à traverser l'appartement avec la dite capote, et malheureusement, ça crève, bien sûr, et toute l'huile, hein, il y en avait pour beaucoup d'argent, je pense, à l'époque, se répand sur le parquet en bois. Là-dessus, ça frappe à la porte, et, comme par hasard, les 3 gaillards reviennent. Et ils tombent sur la scène. J'ai autant vous dire que ça a roumé, comme on disait avant. Enfin bref, ça c'est pas terminé par un meurtre ni rien. Hein, je veux dire, il a fallu, j'imagine, j'étais pas là, hein, racler le parquet pour essayer de récupérer ce qui était récupérable. Et je pense que le gars a pris un savon. Donc c'était pour vous situer les produits, mais il n'y avait pas que ça dans notre vie. Heureusement, loin de là, il n'y avait pas que ça dans notre vie. Il y avait quand même en permanence, et c'est ça qui était très agréable, et c'est pour ça qu'on s'était tous plus ou moins cooptés les uns les autres, les uns provenant de Bertrand de Born, les autres provenant de Lorgaté. Ça se croisait. Et évidemment, on échangeait beaucoup de choses. Voilà, on s'était remarqué, on s'était plu, tout simplement, hein, tout naturellement. Hein. On avait pas mal de choses en commun, sans doute. Donc, c'est comme ça que cette espèce de cercle, de double cercle, avec comme ça enfin, je veux dire, de double cercle qui s'est agrégé comme ça l'un à l'autre, est né. Hein. C'est comme ça. Alors donc, qu'est-ce qu'on faisait? Bon, on faisait des trucs pas très méchants. Hein. Loin de là. On allait notamment dans une certaine crêperie, je crois le mercredi, de la rue Limojane, au premier étage, et voilà, on mangeait une crêpe en buvant un bol de cidre et en discutant
de ce qui nous intéressait en musique à l'époque, c'est-à-dire notamment Malicorne, mais ça je pense que j'y reviendrai un peu plus tard, Malicorne, le groupe de folk français, dont on a appris les chansons les uns et les autres. Michel connaissait très bien les partitions à la guitare, donc c'était très agréable. Véro a été, je pense, la meilleure parmi nous pour chanter les parties de voix pas de Gabriel Yacoub, parce que ça c'était plutôt Michel, mais de Marie Yacoub, avec une très jolie voix, faut le dire, à l'époque, elle s'en sortait remarquablement. Voilà, donc si vous voulez, il y a eu en gros 3 catégories dans cette espèce de groupe bicéphale. Il y a eu la catégorie de ceux qui sont restés vraiment, on peut dire, sérieux, hein, et ils sont relativement nombreux. Il y a eu ceux qui ont été un peu plus fêtards, mais sans pour autant prendre le risque de mettre en question leurs études, par exemple. Et puis il y a ceux qui ont été encore plus loin, enfin qui ont été plus loin du moins, et qui ont carrément dérapé, quoi. Quitte d'ailleurs plus tard à se rattraper. Mais, et ça c'était surtout Michel et moi. Michel et moi, bon, on était un peu les champions du dérapage. Et je crois que je vais en terminer là pour aujourd'hui. Et j'espère que j'ai pas dit de bêtises. Je crois pas. Il y a rien de vraiment ni choquant, ni pire. Une fois de plus, on est 40-45 ans après. Tout ça, c'est vieux. Je pense pas qu'il y ait de problème particulier dans cette vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.